On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitLemac.com. Le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, on va s'intéresser à Microsoft et à Windows 8. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Cette semaine, on refait le Mac va s'intéresser à Windows 8. Contrairement à Apple, Microsoft ne croit pas à l'émergence de l'ère post-PC. La nouvelle version de son système d'exploitation se veut hybride et fonctionne aussi bien sur PC que sur tablette, tout en faisant la part belle au tactile. Un sacré pari pour la firme de Redmond qui risque ainsi de froisser le milliard d'utilisateurs qui va perdre tous ses acquis. Mais cela semble prêt à payer pour attraper Apple et son iPad, Microsoft étant le grand absent du marché des tablettes. Bref, une stratégie offensive, mais sera-t-elle gagnante? Surtout après l'annonce cette semaine du départ du patron de la division Windows. Débat, et n'oubliez pas, les bons plans de Refait le Mac, une promotion spéciale osée réservée rien que pour vous par Macway, sur un produit à découvrir en fin d'émission. On refait le Mac épisode 119, Windows 8, un pari risqué. Avec comme invité cette semaine Fanny Bouton du site fanny'sparty.com. Bonjour Fanny, comment ça va? Bonjour, écoute, très bien, bonne semaine, tout va bien. Autre journaliste, autre invité récurrent dans Refait le Mac, c'est Julien Jay du site Clubic, qui est le rédacteur en chef du site Clubic. Comment ça va Julien depuis le temps? Mais écoute, très bien, je suis ravi de te retrouver Olivier ce soir. Tu es là pour nous présenter Windows 8 que tu as découvert et que tu as fait un long papier sur Clubic, un dossier passionnant. Je vous invite à aller le consulter. On vous serait tout sur Windows 8, mais n'allons pas trop vite. Et dernier chroniqueur ce soir, on n'est pas très nombreux ce soir, mais ce sera encore mieux, vous allez voir. C'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance. Visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, écoute, moi je fais des efforts, regarde, je suis venu avec cette magnifique cravate ce soir. Par contre, je voudrais pas te charrier, mais il me semble que ce gilet que tu as, tu l'avais déjà la semaine dernière. Non. Ta mère va être déçue. Non, je peux pas, enfin c'est possible. Alors vous avez remarqué, il manque... Oui, allez, moquez-vous de moi. Vous avez remarqué cette semaine qu'il manque Rodrigo, c'est Paul Vedda-Schulz, donc il devait être avec nous ce soir, mais on a un petit souci de connexion, donc il ne sera pas avec nous. Et puis il manque surtout l'irremplaçable Cédric Ingrand de la chaîne Info, qui n'est pas là pour une bonne et heureuse raison, puisqu'il est papa d'un petit Oscar depuis quelques jours, donc on lui envoie des grosses bises, on le félicite très fort, Cédric, ainsi que son épouse Annabelle. Bravo les enfants, c'est bien, continuez, vous en faites plein des petits bébés. Alors Windows 8, c'est le sujet du jour, et d'autant plus qu'on l'a dit dans le sommaire, on en a pas mal parlé cette semaine parce qu'il y a eu un petit remue-ménage au sein de Microsoft à l'image d'Apple il y a 15 jours. Il y a eu beaucoup de changements, Julien, autour de Windows 8, notamment au niveau de l'interface. Alors, est-ce que tu peux nous résumer ce qui a véritablement changé et le plus frappant, c'est un mot d'ordre, c'est plus de simplicité, plus de sobriété, Julien? Eh bien, en fait, sur Windows 8, aujourd'hui, tu as plusieurs niveaux de nouveautés. Enfin, la nouveauté principale qu'on voit quand on démarre le système ou tout ordinateur équipé de Windows 8, c'est l'interface, puisque par défaut, le bureau Windows qu'on connaît tel quel depuis quasiment Windows 95 a disparu, et à la place, tu retrouves l'interface Metro. Donc c'est une interface qui est un petit peu héritée dans l'esprit de ce qu'on trouve sur les Windows Phone, et qui est faite de tuiles. Donc c'est une interface qui donne accès à l'information, puisque les tuiles sont dynamiques, elles se mettent à jour, et elle se superpose finalement au bureau, parce que s'il a disparu et qu'il n'est plus l'environnement de démarrage par défaut, le bureau est toujours là, par derrière, et donc tu y accèdes par une tuile bureau, comme si c'était finalement devenu une application métro. Ouais. Et là, on voit bien que sur cette interface-là, donc tu l'as dit, c'est beaucoup inspiré de ce qu'on avait découvert avec Windows Phone il y a 2 ans déjà. D'ailleurs, c'est une interface qui a beaucoup inspiré notre Steph Cartoon, notre comment on pourrait le résumer, notre dessinateur, caricaturiste de talent. Qu'est-ce qu'il nous a concocté cette semaine? Exclu Windows 8 serait la copie d'une bêta d'un écolier africain, The Sintoti au Togo. Oui, avec des post-it en guise de tuiles. Oui, c'est original, on l'a déjà inventé. Je vous laisse commenter en dessous de la vidéo de Refait le Mac, c'est bien sur le site ou sur YouTube, Dailymotion, Watt ou Vimeo. Donc on parlait de l'interface très inspirée de Windows Phone. C'est un sacré pari que prend là Microsoft, en sachant qu'ils font un peu table rase du passé en termes d'interface, même si tu disais il y a encore le bureau, mais on va rentrer dans les détails dans un instant. On n'a pas cherché à allumer les photocopieurs, monsieur X, c'est ce qui était un petit peu reproché à Apple par Apple à Microsoft les années précédentes. Là, on fait un peu table rase du passé. C'est pas évident parce qu'il y a des habitudes, des gestes, des raccourcis clavier qui sont installés. C'est un vrai risque que prend la Microsoft. Oui, mais je crois qu'on le lit depuis un certain temps déjà.
Windows 8 et puis le principe des tuiles qui est, bon, comme le dit Julien, la surface, ce qu'on voit en premier quand on l'utilise, c'est assez rafraîchissant. Et moi, la réflexion que j'ai eue dès que je l'ai vu avec les premières bêtas, c'est de dire waouh, Microsoft repense enfin Windows en termes d'usage et fait un vrai effort d'innovation. Et rien que ça, moi, ça m'a beaucoup interpellé et ça m'interpelle aussi toujours beaucoup, mais pas pour les mêmes raisons depuis que je l'ai essayé. Bizarrement, c'est intéressant que tu portes ce regard-là, Julien, avant de porter ton propre regard, qui est un regard d'utilisateur de Windows historique. Ouais, bien sûr, oui. C'est une interface qui plaît beaucoup aux Mac fans. Comment tu peux expliquer ça? Peut-être même plus qu'aux utilisateurs de PC. Mais parce que l'interface en elle-même, justement, elle est innovante. Ce n'est pas une énième copie iOS ou enfin, il n'y a pas franchement d'inspiration. Voilà, donc Microsoft a fait quelque chose de neuf, de franchement frais, qui a été pensé pour le tactile, parce que c'est quand même aussi l'un des améliorations majeures de cette interface, si on peut dire, c'est qu'elle est pensée pour le tactile. Alors forcément sur un PC avec un clavier et une souris, ça pose quelques problèmes, mais sur une tablette, l'interface métro est super fluide et on clique, on tapote plutôt les tuiles très spontanément et très facilement. Mais quelle analogie on pourrait trouver pour un utilisateur de Mac de se retrouver face à Windows 8 quand on est un utilisateur historique de PC? En clair, c'est comme si Apple avait forcé les utilisateurs de Mac à se retrouver avec une interface d'iPad, on peut dire ça, quelque part? Et c'est donc là, on imagine mieux, on prend mieux conscience du risque pour Microsoft aujourd'hui. Il y a un petit peu effectivement cet effet-là, puisque Microsoft a décidé pour les utilisateurs que finalement, en tout cas les utilisateurs de PC historiques, je parle bien d'eux, finalement cette interface métro serait l'écran de démarrage principal et que l'interface Legacy, l'héritage en fait, serait finalement cachée en quelque sorte, puisqu'elle s'affiche dans un deuxième temps si tu cliques effectivement sur la tuile bureau. Donc oui, Microsoft force clairement la main à ses utilisateurs, si c'est ce que tu voulais dire. Ouais, je peux me permettre... Oui, monsieur X. Pardon, excuse-moi Olivier, je peux me permettre une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai essayé de me poser la question de savoir qu'est-ce qui était dans macOS 10 le plus proche de ces fameuses tuiles. Et ce qui s'en approche quand même en termes, alors pas de conception et d'ergonomie, mais peut-être de concept, c'est Mission Control dans macOS 10. Si vous passez votre ordinateur en Mission Control, vous avez toutes les applications disponibles sur votre Mac qui s'affichent comme si c'était un iPhone et un iPad. Et vous avez quelque chose qui conceptuellement s'approche un petit peu de l'idée, en tous les cas à mon sens. Mais alors là, j'ai envie de lancer une toute petite pique. Il y a des gens, en vrai, qui utilisent Mission Control sur Mac? Pas moi, surtout pas. Je l'ai débrayé. J'ai vraiment de mal pour la faire apparaître avec le trackpad, j'ai du mal. Fanny, du côté des réactions Twitter, il y a des questions Twitter des internautes via l'hashtag ORLM, je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Est-ce qu'il y a des réactions? Je crois qu'il y en a eu beaucoup ce soir sur Windows 8. Alors, beaucoup de gens se posent des questions sur cet environnement-là. Il y a par exemple, finalement, Windows 8, c'est métro, fluide, case, en déplacement horizontal, un store, trackpad, ça vous rappelle pas quelque chose? Donc voilà, c'est un peu une question qui donne son avis. Ouais, non, là, franchement, je ne sais pas si on peut vraiment dire que oui, ils sont inspirés, notamment sur le store et sur le tactile, mais ils vont beaucoup plus loin qu'Apple, puisque je vous signale que les Mac tactiles, ça n'existe pas. D'ailleurs, il y aura encore d'autres chez questions Apple, là-dessus après, ou sinon Fanny, il y a Chisgron qui dit Microsoft, justement, ça ressemble à s'y méprendre à un écosystème fermé comme Apple, l'utilisateur est si volage qu'il faut l'enfermer. Faut-il l'enfermer? Tu le disais tout à l'heure, Julien, elle est intéressante cette question. Le fait de forcer la main aux utilisateurs de Windows avec cette interface tactile métro, c'est aussi une manière de l'enfermer dans un univers beaucoup plus clos, un peu à l'image d'iOS et de la tablette iPad aujourd'hui. Alors que par définition, un utilisateur de PC, il aime bien bidouiller. Là, c'est quand même plus compliqué. Ouais, totalement. Alors, bon, il y a deux sujets, parce qu'il faudra distinguer effectivement le sujet Windows 8 et le sujet Windows RT, mais en parlant de Windows 8, effectivement, quand tu es dans l'interface métro, toutes tes installations d'applicatifs doivent passer par le Windows Store. Donc effectivement, on est très proche d'un App Store avec une diffusion contrôlée, comme on peut le voir notamment sur un iPad. Maintenant, tu as toujours le bureau qui permet cette ouverture que tu connais depuis toujours sur PC, et effectivement, le bureau n'a pas de limitation ou n'a pas de contrôle. Par contre, l'environnement métro, lui, est fermé et clos dans le sens où tout doit passer par le Windows Store et tu es obligé d'en passer par là finalement.
Oui, parce qu'il y a Donc, c'est effectivement. peut-être aussi pour ça, je continue, c'est aussi Oui. pour ça que Microsoft force, entre guillemets, la main des utilisateurs à démarrer sous Metro, parce qu'ils savent très bien que s'ils avaient donné le choix à l'utilisateur de démarrer sur le bureau, Il aurait personne continué. n'irait jamais sur Metro, personne ne se servirait du Windows Store, et au final, on aurait tout un pan de la population des utilisateurs Windows qui ne bénéficierait pas et qui n'utiliserait pas le Windows Store. Parce que tu l'as dit, Julien, il y a 2 versions de Windows, la version RT et la version Pro, parce qu'Apple, c'est freudien, parce que Microsoft, et Steve Ballmer en particulier, ne veut pas faire la différence entre un PC et une tablette. Pour lui, c'est la même chose. C'est une approche totalement, comme tu l'as écrit si bien dans le Clubic, une approche fusionnelle. Son slogan, c'est une expérience sans compromis. Alors, vrai ou faux, il y a des compromis quand même dans cette interface, Julien. Ah bah forcément, il y a des compromis à tous les étages. À partir du moment où Microsoft n'a pas voulu faire un OS spécialement pour les tablettes, alors c'est vrai qu'ils avaient déjà essayé dans le passé avec Windows XP, on se souvient de ce que ça a donné. Ouais, ils ne croient pas à l'ère post-PC. L'ère post-PC, pour non, eux... en fait, moi je dirais pas ça. Je pense que justement, ils se rendent bien compte que en étant absents des tablettes, ils sont en train de louper une partie considérable des utilisateurs, et Windows 8 en est la conséquence, et c'est bien parce qu'ils ont conscience que le PC tel qu'on le connaît ne peut que décliner, c'est pas un marché qui va croître. On le voit sur les ventes d'iPad, historiquement, il s'est vendu plus d'iPad chez Apple que de PC, par exemple chez HP, qui est le leader mondial de vente de PC historique, quoi. Donc ça donne... c'est bien parce qu'ils ont quand même eu conscience de ce mouvement et de cette ère post-PC qui s'annonce. Surtout avec l'arrivée de cet engin, l'iPad mini, qui va encore croître les ventes. Qu'ils ont créé Windows 8 seulement. Le premier compromis en créant Windows 8, ça a été de dire on va faire un seul OS pour toutes les machines. Donc un OS, un seul OS pour un PC fixe, un ordinateur portable, un ultrabook, un netbook, une tablette. Et donc voilà, le one size fits all, finalement ça trouve peut-être ses limites, parce que ce que tu fais sur un PC avec une souris et un clavier, c'est pas forcément la même chose que tu vas faire avec une tablette quand tu es en tactile. Et aujourd'hui, oui, c'est le premier compromis, c'est qu'on a quelque chose qui veut adresser le plus grand nombre, mais qui au final va faire des déçus parce que on n'adresse pas bien les demandes de certains groupes d'utilisateurs. Donc en résumé, si je comprends bien, le premier compromis, c'est l'interface utilisateur. Elle fonctionne super bien en mode tactile, alors que la base installée, elle est plutôt 1,2 milliard d'utilisateurs de Windows de par le monde. Elle est plutôt sur clavier et souris aujourd'hui. Et l'utilisation au quotidien en clavier-souris, c'est pas encore la panacée, c'est ça Tu as une learning curve, entre guillemets, c'est-à-dire Ouais. qu'effectivement, tu dois apprendre de nouveaux raccourcis, tu as de nouveaux gestes à apprendre, puisque tu as cette barre d'icônes qu'on appelait anciennement la barre des charmes, nous chez Clubic, mais puisqu'elle s'appelle Charm C'est Bar mignon. en anglais. Donc on avait traduit barre des charmes. Bref, tu as effectivement tout un ensemble de nouveaux réflexes à apprendre, et on voit bien que quand tu es un utilisateur Windows historique, tu mets ma mère devant un PC Windows 8, tu la mets devant cet écran, mais elle est perdue, elle ne sait pas quoi faire. Alors, Donc effectivement, il faut expliquer, il faut apprendre. Et je reviens juste un instant. vas-y. On parlait tout de suite avant de effectivement Windows 8, Windows RT. Oui, il y a 2 versions. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que Windows 8 en tant que tel s'adresse aux architectures x86, donc c'est les processeurs Intel et AMD, donc les PC qu'on connaît voilà, depuis des années. Et on a une version Windows RT qui s'adresse exclusivement au monde des processeurs ARM, donc ARM, et là qui vise des tablettes particulièrement, puisque pour l'instant il y a 2 tablettes commercialisées à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est la Surface et la VivoTab d'Asus. Et cette version ARM de Windows 8 qu'on appelle Windows RT, alors déjà c'est quand même en termes de message marketing Déjà c'est compliqué. La différence. Donc 2 versions sur 2 processeurs différents, et donc qui dit 2 processeurs différents qui ne sont pas compatibles. Absolument, c'est-à-dire que la version ARM de Windows 8, donc Windows RT, est totalement incompatible avec l'ensemble de tes applications Windows qui tournent, qui existent depuis 25 ans. C'est-à-dire que si on a 2 tablettes Windows à la maison Surface, l'une RT, donc plus ARM, et l'autre plus proche d'un ordinateur portable sur plus Intel, puisque c'est ça dont il s'agit, tout à fait. les logiciels ne sont pas compatibles entre eux. Les logiciels ne sont pas compatibles. Et la version Windows RT est beaucoup plus fermée, puisque elle, effectivement, tu as bien un bureau. Donc tu as un bureau traditionnel. Tu as quand même un bureau. Mais dans le tactile, je pense que ça doit être un peu compliqué à manipuler quand même. Oui, alors ça déjà c'est très compliqué. Il faut brancher avec le clavier. Ce bureau est totalement cloisonné, puisque tu ne peux rien installer, mais alors cette fois-ci rien du tout, sans passer par le Windows Store. Donc tout doit passer par le Windows Store, tu peux pas installer tes propres pilotes, tu peux pas... mais
bon, j'entends bien l'argument qui consiste à dire que oui, de toute façon, sur une tablette, qui va installer ses propres drivers ou etc. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Sauf que en appelant, On pourra plus installer de driver. Mais qu'est-ce qu'on va faire le week-end? Sur Windows RT, non, les drivers sont diffusés par Windows Update. Alors je veux pas faire le bon côté de la chose, c'est qu'il n'y aura plus de virus là si on passe par le Windows Store. Oui. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows, si je peux me permettre. Mais si tu as un bureau sur Windows RT, les développeurs d'applications ne peuvent pas créer d'applications, de logiciels qui tournent sur le bureau. Seul Microsoft a ce droit avec Office RT. Alors déjà, ce qui demande des explications. Et aujourd'hui, les développeurs ne peuvent que créer des applications sous Windows RT pour l'environnement Metro Modern UI. Ouais, donc là, le message est assez compliqué à faire comprendre marketingment parlant, c'est assez dur. Alors on va se tourner vers le monsieur marketing de cette émission, à savoir monsieur X. Surtout qu'il a déjà vécu des transitions. Il était au sein d'Apple au moment de la transition entre macOS 9 et macOS 10, entre Intel et entre PowerPC, Intel et j'en passe. Là, c'est vraiment un sacré chantier, très compliqué pour monsieur X pour Microsoft, à la fois un chantier technique, la migration, compliqué, on sait qu'Apple avait plutôt bien réussi, je perds ma voix, et un chantier marketing, à savoir en disant, regardez, il y a 2 versions de Windows, mais on ne vous le dit pas, mais il y a 2 versions différentes qui ne sont pas forcément compatibles. Bref, c'est compliqué. C'est compliqué. Et l'analyse de Julien est juste, effectivement, avoir une version de Windows 8 sur une tablette ARM où seul Microsoft peut installer ses applis sur le bureau, un système qui paraît fermé, ça ressemble pas à Microsoft. Et donc je pense que les utilisateurs de Microsoft, en tous les cas des gens qui connaissent bien leurs produits comme Julien, peuvent être un peu surpris. Mais c'est parce qu'ils sont distordus dans leur pensée. À chaque fois qu'une nouvelle version de Windows arrivait, la question se posait de la compatibilité avec la version précédente, mais Julien et les utilisateurs Windows, ils vivaient dans un monde simple qui était Microsoft avait 95% de part de marché, on va passer à la nouvelle version de Windows, donc la question de la compatibilité avec la base installée qui est 95% de la part de marché et de comment on fait est vachement importante, et on attend beaucoup que ça soit mieux la nouvelle version de Windows et que ça marche avec l'ancien matériel. Ça c'était le monde de Microsoft d'avant. Aujourd'hui, Microsoft sur les tablettes, ils ne sont nulle part en termes de part de marché, ils n'en ont pas encore vendu. Donc, ça commence. Oui, ça commence à peine. C'est le bon moment pour se dire... J'espère qu'on aura des chiffres à la fin de l'émission. On va faire un saut de grenouille et on va faire ce que Apple a fait de temps en temps et d'autres, non pas essayer d'accompagner l'utilisateur avec ses usages précédents sur Windows XP, Vista, Windows 7, mais aller directement à la cible qui est le bon produit avec la bonne version de l'OS et les bons usages pour ce qu'on pense va être le marché dans 3 ans. Et si on perd des utilisateurs en route, c'est pas grave, on n'en a pas d'utilisateurs Windows 8 sur les tablettes. Et je trouve ça très courageux de la part de Microsoft. Maintenant, ça sera un petit peu plus compliqué sur les PC. Maintenant, je finis juste là-dessus. Sur les PC, l'interface avec les tuiles, vous pouvez la débrayer. Donc, le risque pris par Microsoft, il est nul. Et moi, je pense que c'est courageux de la part de Microsoft, courageux, et je pense que c'est la bonne stratégie. Et j'en veux pour preuve que ce débat qu'on a avec Windows 8 sur les PC et sur les tablettes, où on est assez sceptique, sur les mobiles, sur les smartphones, on a beaucoup moins ce débat, et l'arrivée de la version de Windows 8 sur les smartphones est plutôt bien accueillie, voire très bien accueillie. Donc je pense que c'est la bonne direction. Alors moi je vais juste te répondre parce que ça me paraît important. Je suis assez d'accord, effectivement Microsoft aujourd'hui sur les tablettes ils sont nulle part, et s'ils voulaient faire un saut de grenouille comme tu l'expliques, pourquoi pas. Sauf qu'aujourd'hui sur les tablettes tu vas avoir des tablettes Windows 8 avec tout l'héritage, la legacy Windows comme tu es habitué avec toutes tes applications, tes drivers, tes machins, etc. Et tu vas avoir des tablettes en ARM où tu seras complètement sur un nouveau monde. Et finalement, si Microsoft avait voulu faire ce saut de grenouille, eh ben ils avaient bon sens, c'était quand même pas compliqué. Ils ne faisaient qu'une version Windows RT où tu n'avais pas de bureau parce que le bureau ne sert à rien, et Office sur une tablette consumer à 400 €, je vois pas l'intérêt sur un bureau que tu peux pas utiliser en tactile, et ils ne mettaient que l'interface métro. Et aujourd'hui c'est pas le cas, ils ont effectivement ce cul entre deux chaises, et ils n'ont pas eu, à mon sens, le courage de dire bah voilà, on fait Windows RT, sur Windows RT on n'aura que l'interface métro, on n'aura pas de bureau, on n'aura pas la legacy, etc. En clair, pas prendre en otage les 1,2 milliard d'utilisateurs, c'est ça ce que tu dis Julien, quelque part, ne pas prendre en otage la base installée.
Oui, parce qu'aujourd'hui, tu vas vouloir acheter une tablette, tu vas en avoir deux, tablette Windows 8, tablette Windows RT, va expliquer la différence, va expliquer que l'une pourra faire tourner ton Sims 3 que tu as acheté il y a 3 ans, que l'autre ne pourra pas. C'est juste, en termes marketing, je laisse Monsieur X, mais c'est juste très difficile. Non, mais moi je trouve ça relativement simple. Hein. Il y a des gens effectivement qui vont arriver avec un patrimoine d'applications sous Windows et qui choisiront la version RT et ça sera ça qui sera important pour eux. Et puis il y a d'autres personnes qui seront plus dans une utilisation tablette pure et qui penseront pas au passé, qui voudront regarder la télé dessus sur le web, et le fait de porter les Sims sur leur tablette sera pas important, et ils prendront la version ARM. Maintenant, oui, sauf que là tu viens de te tromper, ça démontre toute la... Si, tu as dit Windows RT pour le patrimoine d'applications, alors et tu viens de faire la démonstration. Ouais, c'est compliqué. Que le message de Microsoft... Je suis pas habitué avec les produits Microsoft. Non mais Monsieur X, du pain béni que tu me donnes, parce que alors justement... que c'est juste imbitable. Et aujourd'hui, un vendeur à la Fnac ne saura jamais expliquer les différences. Je fais bien du plaisir. Je fais pas de procès d'intention, mais un vendeur lambda aura tout le mal à expliquer à un client la différence. Moi, je pense que ça va bien se passer, Julien, mieux qu'on se pense. Après, le public va peut-être sanctionner Microsoft en achetant majoritairement la version RT ou la version Windows 8, et puis ils élimineront un des deux produits. Mais c'est des choses qu'ils savent faire. Mais Monsieur X, le maillot manquant quelque part, et vous avez vécu ces transitions matérielles, ces transitions logicielles entre macOS 9, macOS 10, entre la puce PowerPC qui est équipée avant les Mac et Intel aujourd'hui. À chaque fois, Apple l'a fait, ces grosses migrations qui représentent un danger considérable, puisque du jour au lendemain, vous risquez de perdre votre base installée. Et c'est plutôt bien passé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le maillon manquant aujourd'hui qui est absent donc de Windows 8. C'est un émulateur pour faire tourner les anciennes applications sur la nouvelle architecture. C'est une solution de virtualisation comme on connaît aujourd'hui sur Mac qui est capable de faire tourner aussi bien macOS 10 que Windows. Est-ce que c'est pas ça le maillon manquant ? Pourquoi il n'y a pas d'émulateur ? Il y en a peut-être des émulateurs, mais ils sont pas assez rapides et les résultats sont pas assez satisfaisants, c'est tout, quoi. Ou ils en ont pas fait une priorité. Mais je pense Apple n'aurait pas mené cette transition sans ce maillon-là. En tout cas, c'est toujours arrivé dans le passé. Souvenez-vous, Monsieur. Ouais, mais c'était pas la même problématique tout à fait, Olivier. Moi là, je rejoins Monsieur X. Si Microsoft avait eu l'intelligence de dire on va faire une version Windows 8 pour tablette, on n'en avait rien à foutre d'avoir une couche d'émulation et de porter nos vieilles applications. Donc, mais ils l'ont pas fait. Maintenant, honnêtement, est-ce que tu vas acheter une tablette à 400 € en te disant il faut qu'elle puisse faire tourner mes vieilles applications ? Effectivement, je suis pas convaincu. C'est juste que ça s'appelle Windows et que t'as des réflexes que t'as acquis avec les années avec Windows. Tu t'attends à un certain nombre de choses parce que ça s'appelle Windows. En même temps, quand on est passé de Windows 3.1 à Windows 95, si je ne m'abuse, il y a eu une grande claque visuelle. Oui, mais c'était un progrès. C'était un progrès, on abandonnait le DOS pour l'interface graphique. C'était un progrès et surtout tu avais une compatibilité qui était assurée pour un certain nombre d'apps. Et là où tu te trompes, Olivier, c'est que la transition qu'a fait Apple était absolument pas de même nature, elle était opposée. Je m'explique. Elle était cachée. Non, elle était opposée, et je m'explique. Là, on parle de dire, il y a une nouvelle version de Windows, et je fais plaisir à mes utilisateurs éventuellement en proposant un émulateur qui va leur permettre d'utiliser leurs anciennes applications sur mon nouveau système d'exploitation qui va être ma nouvelle version de Windows 8. Et Microsoft l'a pas fait. Donc on se dit, ils pensent plus aux utilisateurs. Ils l'ont pas fait, je précise juste, ils l'ont pas fait pour l'architecture ARM, parce que Windows 8 en tant que tel est bien sûr compatible avec... bien sûr, c'est du x86, donc c'est le PC classique. Apple, c'était, de mon point de vue, je vais être un petit peu direct, pas du tout la même problématique. Quand Apple a sorti sa nouvelle version de macOS 10 qui tournait sur les processeurs Intel et puis a sorti cet émulateur qui permettait aussi de faire tourner les anciennes applis sur les anciens processeurs par PC, c'était pas pour faire plaisir aux utilisateurs, c'était pour forcer les anciens utilisateurs à adopter macOS 10. Donc ils pensaient pas à leurs anciens utilisateurs, ils pensaient à eux-mêmes et en se disant avec cet émulateur, on pourra faire tourner aussi macOS 10 sur les anciens Mac, on va forcer tout le monde à passer sur macOS 10. Donc rien à voir. D'un côté, Apple avait une vue, on va dire, centrée sur elle-même et d'adoption de macOS 10. Là, la question se posait sur Microsoft d'embarquer ses clients sur une version particulière de Windows 8.
Mais avant de passer la main à Fanny pour une question Twitter peut-être, mais quelque part, le fait de forcer l'utilisateur, et revenons sur l'interface un instant, à démarrer donc avec cette pile d'applications qu'on voit à l'écran, et je dirais une interface qui est plutôt tactile, et donc quelque part démarrer en mode tablette, par-dessus le mode classique ordinateur PC, est-ce que c'est pas une reconnaissance, un aveu de la part de Bill Gates ou de Steve Ballmer qu'on est rentré dans l'ère post-PC, malgré tout, puisqu'ils forcent les gens à se mettre en mode tablette par défaut? Je sais pas s'il faut considérer l'interface métro comme un mode tablette. En fait, je suis pas sûr que Microsoft le voit comme ça. Je pense que vraiment ils voient ça comme une nouvelle interface utilisateur qui effectivement peut se contrôler au clavier et à la souris, peut se contrôler de manière tactile, peut être présente sur un ordinateur portable, un ordinateur fixe, une tablette. Je suis pas sûr que dans leur dans leur façon de voir l'OS, ils voient ça comme du tablette. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que quand tu utilises Surface, je l'ai encore fait ce matin avec la mise à jour du firmware. Le message qui s'affiche à l'écran, c'est pas vous pouvez redémarrer votre tablette, c'est vous pouvez redémarrer votre PC. Et je suis pas sûr, mais vraiment pas sûr que Microsoft voit cette interface comme une interface tablette. Il la voit plutôt comme une interface tactile, multi-point. Mais je pense, moi je suis d'accord avec toi Julien, mais je pense même pas que... Alors ils voient pas forcément à mon avis Windows 8 comme une interface tablette sur leur PC, ou même une interface tactile. Je pense que la raison elle est encore d'un niveau supérieur. Avoir au démarrage la même interface sur tablette, smartphone et PC, ça leur permet deux choses. D'abord, d'avoir une identité de marque et d'innovation extrêmement forte. Aujourd'hui, un produit Microsoft, c'est les tuiles, c'est la nouvelle interface. Donc une identité produit extrêmement forte, extrêmement puissante. Et puis encore une raison supérieure, au niveau stratégie, ils peuvent dire à leurs actionnaires, à leurs clients, on est rentré dans une ère où Windows est transparent, quel que soit le produit. Voilà à quoi ça leur sert. Maintenant, d'un point de vue fonctionnel, ils savent pertinemment que peut-être 95% des utilisateurs vont débrayer et utiliser le bureau. Mais c'est un tout petit problème pour les utilisateurs de PC. En revanche, d'un point de vue image, c'est un truc génial. Avant de donner juste un petit mot, avant de donner la main à Fanny, est-ce que ça fonctionne en clair? Alors, un PC tactile avec Windows 8, est-ce que c'est naturel de toucher son écran? Parce qu'on dit souvent, mais non, c'est pas possible. Beaucoup de Mac fans le pensent parce qu'ils reprennent l'argumentation de l'église Apple, à savoir que voilà, Apple dit l'ordinateur, ça ne doit pas être tactile, point barre. Il semblerait que ça fonctionne assez bien du côté de Microsoft. Non, ça fonctionne relativement bien. Le fait est que ça reste gadget parce qu'aujourd'hui tu vas pas passer ton temps dans un environnement de production à effectivement tendre le bras pour faire du tactile. Tu peux zapper ta souris. Tu peux zapper ta souris. Et je pense surtout que c'est autant sur PC, sur un PC fixe, ça n'a que peu de sens hormis certains designs comme on a pu voir le Novo avec l'écran qui se baisse et qui devient qui sont très sympas et franchement très sexy. Ça a beaucoup plus de sens sur un ultrabook, ou sur un ordinateur portable avec écran tactile, où là ça me paraît un poil plus naturel que effectivement aller s'amuser à toucher en permanence. Je crois pas que ce soit pour ça d'appuyer tout le temps sur son écran et de l'utiliser que comme ça. C'est juste pour des histoires d'usage et d'habitude. Et moi, pour exemple, débile, mais ça m'est arrivé plus d'une fois, c'est que je suis sur le iPad à un moment et tout d'un coup je reviens sur le MacBook et ça m'est arrivé d'aller coller mes doigts sur l'écran du MacBook, mais comme des fois j'ai le iPad j'ai regardé un peu la télé dessus, etc. Pendant que je mangeais, et à un moment je me remets à bosser, et qu'est-ce que je fais? Non, mais je me remets dessus, et qu'est-ce que je fais? Je cherche le clavier devant le iPad parce qu'il est debout. Donc voilà, c'est des habitudes on a des réflexes, et on a des réflexes. Ça peut simplifier les choses. Oui, mais du coup, ouais, mais c'est un usage d'appoint aujourd'hui. C'est pas le mode d'entrée numéro 1, quoi. Pour conclure sur PC. Alors, avant de conclure sur l'interface, est-ce qu'on a des questions justement encore sur ce sujet-là, Fanny? Mais qui disait, que pensez-vous du choix de Microsoft sur l'utilisation d'un même OS pour tablette et PC et même téléphone? Et puis la deuxième, la deuxième question de H17773.7, il dit, deux langages visuels, deux interfaces d'interaction pour OS, Windows 8 est-il viable pour les pros ou même à usage personnel? Alors, en clair, est-ce qu'ils vont pas trop loin dans la simplification? Ça fait que les pros, ça va les rebooter? Ou, moi, je verrais plutôt la question comme ça. Est-ce que ça risque pas de rebooter, oui, c'est qu'à le dire, sans jeu de mots, de rebuter les entreprises qui est le marché historique de Microsoft. On sait qu'il est largement dominant dans ce domaine.
Aujourd'hui, Windows 8 a, sous le capot, un ensemble de fonctionnalités qui le rendent extrêmement attrayant, que ce soit pour l'utilisateur ou pour l'entreprise. Le problème est que l'interface et la learning curve qu'elle impose fait que je vois pas beaucoup d'entreprises qui vont déployer du Windows 8 sur du poste de travail. Oui, pourquoi pas des entreprises qui déploient Windows 8 sous forme d'une flotte de tablettes, ça j'y vois pas, c'est fort probable. Mettre ça sur des postes de travail, expliquer à tous les salariés qu'il n'y a plus de menu démarrer, parce qu'il n'y a plus de menu démarrer, on n'en a pas bien parlé, mais le truc qu'ils utilisent depuis Windows 95, il n'y en a plus, il faut passer par un écran démarrer, etc. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont déployer Windows 8, ça c'est clair. Donc encore une fois, le fait d'enlever le menu démarrer, ça explique bien le choc culturel, le choc des habitudes que va représenter l'arrivée de ce nouveau Windows pour les utilisateurs. D'un autre côté, appuyer sur démarrer pour éteindre, j'ai trouvé ça un peu débile, mais passons. Essaye d'éteindre un PC maintenant sous Windows 8. Ah ben comment on fait du coup, comment tu l'allumes et comment tu l'éteins maintenant qu'il n'y a plus de menu démarrer, ça je peux l'allumer, ça, tu utilises le bouton, donc tu peux effectivement toujours utiliser le bouton pour l'éteindre, mais depuis l'interface en fait, pour éteindre ton PC ou ta tablette, c'est la même chose. Il faut appeler la barre d'icône, sur le côté droit de l'écran, il faut cliquer sur paramètres, et donc, attends, si je dis pas de bêtises, je le fais. On ne connaît pas encore par cœur. Tout ça, c'est juste pour éteindre. T'as un bouton marche-arrêt, et donc tu cliques sur marche-arrêt, et là t'as un menu avec veille, arrêter, redémarrer. Ah bah ça va, je vois qu'ils ont gardé leurs bonnes habitudes chez Microsoft, ça me rassure un petit peu. Justement, donc pour un utilisateur un petit peu qui est déjà perdu par l'écran démarrer, avant qu'il trouve comment démarrer, arrêter ou redémarrer, c'est peut-être pas évident. Alors, tu disais que l'interface tactile était plutôt réussie. Est-ce qu'elle est au niveau de ce qu'on a pu voir dans le monde Android ou dans le monde de iOS ou alors il est nécessaire d'apprendre un langage des signes comme on a pu le voir sur Mountain Lion ou Lion avec, tu sais, le trackpad et les différents langages de signes qui sont intervenus? En fait, moi je pense que l'interface tactile, elle est vraiment top et elle est en tout point supérieure à ce que peut proposer, en tout cas sur tablette iOS ou Android, puisqu'elle est hautement personnalisable. Bon, il y a toujours des limites, mais elle est quand même assez personnalisable. Elle te donne de l'information dynamiquement, ce que fait pas, hormis par exemple sur iOS, la bille 1, 2, 3, ok, c'est super limité. Donc ces points-là sont quand même relativement en faveur de Windows 8. Au niveau des gestes, effectivement, tu as des gestes qui me paraissent, alors après, on peut toujours discuter, mais qui paraissent peu intuitifs pour certains. Tu en as d'autres qui sont assez naturels et qui tombent sous le sens. Par contre, effectivement, quand tu vas vouloir faire le geste qui est équivalent à un clic droit, ou quand tu vas vouloir faire le geste qui consiste à afficher ce qu'ils appellent le task switcher, puisque effectivement Windows 8 est un OS multitâche, que ce soit sur ARM ou sur x86 pour tablette, un vrai multitâche, c'est pas toujours super évident, et il faut effectivement parfois se renseigner pour trouver le bon geste. Il y a quand même une fonctionnalité intéressante qu'on n'a pas nécessairement, enfin en tout cas qui n'existe pas sur iOS et qui je crois arrive tout juste chez Google avec la version 4.2, c'est la gestion multiple des utilisateurs. Ce que réclame Rodrigo depuis des semaines, des mois au sein de et là carrément, tu vois, là j'ai une Surface, elle a des comptes pour tous les utilisateurs de la rédaction, et on passe de l'un à l'autre. Ça, mais Apple fait beaucoup mieux, monsieur. Tu sais ce que fait Apple, c'est beaucoup mieux, hein. Il refile un iPad pour chaque membre de la famille, c'est beaucoup mieux. C'est tellement plus pratique. Si tu aimes vraiment ta famille, Julien, voilà. Julien, si tu aimes vraiment ta famille, tu vas leur offrir un iPad à tous. À chacun. Tu vois ce que je veux dire. D'autres questions peut-être, Fanny, ou on continue? Alors, il y en a un en tout cas qui est très inspiré ce soir par Windows 10, c'est l'ami Steph Cartoon qui nous propose ce soir le premier accessoire pour Surface, et il est arrivé, alors magnifique, la table basse Ikea. Il fallait y penser. Alors, on en parlait tout à l'heure en début d'émission via la question d'un internaute. On peut vraiment dire qu'Apple est beaucoup copié que Microsoft est beaucoup copié Apple sur ce coup-là. Tu n'y arrives pas, hein. J'ai du mal. Bah oui, à la force de l'habitude. mais en tout cas, il y a certains modèles qui ont été repris, notamment le modèle de la distribution des applications, Julien, avec le Windows Store. Le Windows Store, donc effectivement une boutique applicative, la première de Microsoft en tout cas sur PC. Ils ont essayé effectivement brièvement sur smartphone avec effectivement ils avaient cette expérience précédente, mais en tout cas sur Windows 8 on a le Windows Store qui permet de télécharger des applications gratuites, payantes, avec en fonction la possibilité de les essayer ou pas.
Donc, alors, il faut bien comprendre que le Windows Store, comme sur iPad, il est le passage obligé pour installer une application dans Windows NT, donc dans les Windows pour tablette. Par contre, dans Windows Pro... Windows RT, hein. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? RT. J'ai compris NT. Oui, j'articule mal. Donc Windows RT. Et pour la Windows x86, bon courage les gars pour le marketing encore, parce que j'en reviens toujours pas. Là, on peut installer ces bons vieux CD-ROM comme autrefois, c'est bien ça. Oui, mais ces CD-ROM, tu vas les installer que sur le bureau. Bah ouais. Donc si tu veux des applications qui tournent sur l'environnement métro, que ce soit sur x86 ou sur ARM, tu devras passer par le Windows Store. En conclusion, ce qui faisait la force de Microsoft, moi je me souviens quand j'allais dans une Fnac, je voyais des gens hésiter entre un Mac et un PC, alors que Apple n'allait pas très fort à l'époque. Les gens choisissaient naturellement un PC parce qu'il y avait une compatibilité logicielle qui était un rouleau compresseur, une valeur ajoutée énorme pour Microsoft. Là, ils sont en train de la perdre quelque part, cette valeur ajoutée là, non? Ils la perdent pas nécessairement sur le bureau parce que, encore une fois, Windows 8 x86 reste compatible avec l'ensemble de tes applications, avec quelques très rares exceptions près qui existent déjà. Par contre, effectivement, si tu veux des nouvelles apps pour l'environnement métro, pour l'interface métro, là effectivement il faut passer par le Windows Store et il faut te reconstituer une collection d'apps, comme tu le ferais finalement sur un iPad. Alors quelque part, est-ce qu'il manque pas finalement, je dirais, un OS de transition, une transition un peu plus douce? C'est vrai qu'on a souvent reproché à Microsoft de manquer d'audace dans les mises à jour de Windows, mais là est-ce qu'ils n'ont pas justement été trop forts, trop loin, trop vite et quelque part le risque c'est de se dire à trop changer les habitudes, la base installée, on n'incite pas finalement peut-être à switcher sur iOS ou à switcher, quitte à switcher ou à switcher sur macOS 10. Olivier, reviens à la raison. Je reviens, mais je suis là pour poser des questions. Non, mais reviens à la raison. Julien va m'aider pour les chiffres et Fanny aussi sans doute parce que ils sont peut-être pas à jour dans ma tête. Mais en gros, aujourd'hui, tu es en France, tu regardes les statistiques d'accès à Internet, alors tout confondu à travers un navigateur ou à travers une application. Je pense qu'au moins, 10% ça doit être via des tablettes et 20 à 30% via des smartphones. Donc, le monde de l'Internet, des services connectés, qui est l'objet pour lequel tu achètes un PC, c'est à 40% en provenance de tablettes et de smartphones. Microsoft, part de marché sur les smartphones et les tablettes, zéro. Alors sur les PC, ils ont toujours peut-être 90, mais les PC, ça représente plus que 60% du marché de l'accès. D'accord, donc 40% de l'accès aux services sur Internet, ils viennent de le perdre, ils n'existent pas. Ils n'ont pas été trop vite, il est temps qu'ils le fassent. Il y a le feu à la maison. S'ils vont mais pas je l'ai vite, dit pour que tu le dises, ils peuvent disparaître dans les... Oui, probablement qu'il y a le feu, et c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire qu'effectivement, Microsoft, il était urgent pour Microsoft de réagir sur le marché des tablettes, mais est-ce qu'il fallait réagir avec un seul OS qui tente, c'est encore mon propos, je me répète un peu, mais qui tente d'adresser tous les types de devices, quitte à mal les adresser, ou est-ce qu'il fallait avoir une version spéciale de Windows pour les tablettes? Moi personnellement, j'opte plutôt pour la seconde hypothèse parce qu'elle aurait le mérite, en tout cas auprès de l'utilisateur final, d'être beaucoup plus claire. Et effectivement, on aurait eu un Windows RT où on n'avait pas de bureau, où on n'avait que Metro et où on n'avait que le Windows Store, et actuellement on n'a que le Windows Store, mais pour installer des apps. Du coup, on faisait taire un certain nombre de critiques parce que ça tombait sur le sens, et aujourd'hui personne n'a reproché effectivement à l'iPad premier lorsqu'il est sorti qu'il fallait lui trouver des nouvelles apps sur l'App Store. C'était assez naturel puisque c'était finalement imposé. Mais là, c'est pas aussi évident, à mon sens. Et donc le choix aussi de Windows Store, il n'est pas anodin puisque comme pour Apple, Microsoft prévoit sa dîme, ça va 30%, c'est bien ça. Oui, alors attention, c'est un tout petit peu plus, ils sont un tout petit peu plus généreux qu'Apple, c'est-à-dire que c'est 30% effectivement qui sont de commission et qui peuvent tomber à 20% lorsque le chiffre d'affaires généré par le logiciel en question dépasse les $25 000 sur l'année. Ils sont un peu plus commerçants qu'Apple. Tu me diras sur ce point, ce n'est pas difficile d'être plus commerçant qu'Apple. Dans la suite, oui, il y a Jean-Paul Gontier qui voudrait savoir et qui demande si on souhaite qu'Apple du coup prenne un chemin similaire sur la convergence des interfaces ou si pour nous Microsoft a commis sa pire erreur. Il est trop tôt pour dire si Microsoft a commis sa pire erreur. Je peux pas répondre à cette question. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que effectivement les deux firmes à très haut niveau ont quand même la même approche qui consiste à rapprocher finalement les deux mondes. Alors on le voit justement avec Mountain Lion, Mission Control, etc. On commence à mettre des bouts d'iPad dans OS X. Microsoft, lui, est beaucoup plus radical dans son approche. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est pas une erreur? Je peux pas. Voilà, aujourd'hui, en tout cas sur PC, on n'est pas super convaincu. Sur tablette,
Ce qui semble se dessiner, c'est qu'aujourd'hui, Windows RT apparaît plus comme un magnifique cadeau à Intel, puisque malheureusement, Windows RT, quand on l'utilise, on a plutôt le sentiment que le seul OS qui est viable sur tablette, c'est Windows 8 x86. Parce que Windows RT est pas super réactif, parce qu'il y a un certain nombre de bugs, parce que c'est lent, et en plus de toutes les limitations qu'on a pu évoquer. Donc du coup, on sait pas bien, effectivement, on sait pas bien. Mais ce qui va être très intéressant dans les mois, les années à venir, c'est de voir effectivement ce que fait Apple. Et si Apple continue à saupoudrer finalement du iOS dans OS X, ou si effectivement avec notamment les changements de leadership qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps chez Apple, finalement on arrive à une fusion à marche forcée, un petit peu comme il y a eu chez Microsoft. Faut voir. En tout cas, difficile à dire si ce sera un blockbuster ou ce sera le prochain Vista. Chez Microsoft, une chose est sûre, ils se donnent les moyens du succès, les gens de chez Redmond, parce qu'ils ont cassé les prix, mon cher Julien, sur le prochain Windows, sur l'actuel Windows 8. 29,90€, c'est du jamais vu chez Microsoft, autant que Mountain Lion chez Apple. Ouais, encore une fois, c'est du jamais vu, oui et non. C'est un tarif mis à jour, donc il sous-entend que tu as déjà une version précédente de l'OS. C'est un tarif mis à jour promotionnel, dont la validité court jusqu'à la fin du mois de janvier, si je dis pas de bêtises. Et surtout, ce tarif ne concerne que la version téléchargeable, puisque les versions boîte que tu peux acheter soit dans le commerce, soit dans le retail, sont à 49 ou 59, je sais plus, enfin ça a déjà pas mal baissé. Donc c'est un tarif, oui, qui est promotionnel, mais qui n'est pas... je comprends pas pourquoi Microsoft n'est pas allé jusqu'au bout en disant, bon ben voilà, c'est 29,90 tout le temps, partout, jusqu'au prochain OS. Alors, cette dualité que tu mettais en avant durant l'émission et aussi lors de ton article dans Clubic, à savoir à la fois une interface tactile, à la fois une interface souris, c'est nécessité de zapper de cette interface sous forme de pile au bureau, c'est ça, cette dualité que tu décris, qui pose problème. Est-ce que tu crois qu'elle est liée à l'annonce qui a été faite récemment par Microsoft de se séparer du patron de Windows, qui est quand même un personnage historique au sein de Microsoft, Steven Sinofsky. Tu peux le présenter un peu ce personnage? Sinofsky, c'était un vétéran alors, de Microsoft. Bon, ça fait plus de 20 ans qu'il était dans la boîte. J'ai plus la durée exacte de sa tenue chez Microsoft, mais effectivement, il était d'abord notamment à la division Office, donc il a shippé un certain nombre d'Office on time, ce qui est un critère, donc, je parlais français. Il a réussi à respecter les cycles de développement d'Office d'abord, et donc elle est livrée dans les temps et dans les délais avec les fonctionnalités annoncées. Donc c'est comme ça qu'il a fait ses galons. En 2006, avec la débâcle Vista, il est arrivé à la division Windows, qu'il a pris en main avec Windows Live, etc. Et effectivement, il a réussi à remettre de l'ordre dans le process de développement de Windows, qui était quand même... j'ai pas de mots pour le décrire, mais qui devait être plus que dantesque et chaotique, et il a réussi à livrer Windows 7 dans les temps, dans les délais, avec en plus effectivement un accueil très positif de la part des utilisateurs et de la presse, ce qui était pas rien après l'épisode Vista. Et pour Windows 8, encore une fois, on peut contester ces décisions sur effectivement le mode de communication, parce que Microsoft a adopté pour Windows 8 un mode de communication ultra secret à la Apple. Tiens, c'est bizarre. On peut contester effectivement les choix d'interface, etc. En attendant, il faut lui reconnaître que Windows 8, le cycle de développement, ça a pris 3 ans. Ils ont shippé ce qu'ils ont dit, ils ont livré ce qu'ils ont dit qu'ils allaient livrer dans les délais. Alors Julien, concrètement, c'est comparable. Oui, je sais bien, mais comparons ce qui est comparable. La même mésaventure est arrivée à Scott Forstall il y a quelques semaines au sein d'Apple. Et c'était une personne assez pointée du doigt suite aux difficultés de plan et aux évolutions lentes de Siri. Est-ce que c'est un départ sanction? Est-ce que l'accueil n'est pas suffisamment fort? Est-ce que c'est des choix? Ce choix, cette dualité que tu décrivais, c'est cet homme-là, Steven Sinofsky, qui l'a imposé. Disons qu'en fait, je pense aujourd'hui, il est trop tôt. Ouais, c'est un plomb pour Steve Ballmer. Non, aujourd'hui, il est trop tôt pour dire le départ de Sinofsky, c'est dû aux faibles ventes de Windows. On ne sait pas. Aujourd'hui, les seuls chiffres de Windows 8 dont on a connaissance, c'est 4 millions de mises à jour vendues sur les quelques premiers jours. Bon, mais aujourd'hui, Microsoft... Petit rappel, Julien, dans le même temps, Apple a écoulé 3 millions de Mountain Lion dans le même temps. Sachant que la base installée n'a rien à voir, 4 millions, 3 millions, 1,2 milliard d'utilisateurs de Windows et quelques...
pour l'instant, beaucoup moins un utilisateur de Mac. Ces chiffres, on n'a pas de chiffres officiels sur Surface. Je ne sais pas si on en aura un jour, je l'espère. Je suis pas certain que 15 jours après le lancement ou 3 semaines après le lancement, on puisse dire on va virer notre top exécutif président de la division Windows pour de mauvais chiffres. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Sinofsky était quelqu'un de très clivant. Au sein même de Microsoft. Ça nous rappelle un autre personnage au sein d'Apple, passant. Qu'il avait autant d'ennemis à l'intérieur qu'à l'extérieur, que les gens ne voulaient pas travailler avec lui, et que peut-être sur les derniers mois, semaines, ses ambitions, justement peut-être de prendre le poste de Ballmer, parce qu'il était question de ça quand même, non peut-être... Enfin voilà, moi pour l'instant... la chose est entendue. Le départ, puisqu'officiellement c'est un départ, c'est pas, on l'a pas viré, de Sinofsky, je le vois plus pour des raisons de politique interne que pour des raisons de résultats sur Windows 8 et en tout état de cause c'est quand même Ballmer qui a validé tous les choix sur Windows 8. Ballmer peut pas dire mais je savais pas, t'allais nous faire une interface Metro UI qui allait remplacer non, il était parfaitement au courant, donc on peut pas dire que c'est à cause de ça, en tout cas c'est certain. Et c'est Ballmer qui a fait le choix aussi de se lancer dans la construction de matériel, c'est-à-dire qu'il va y avoir il y a des tablettes Surface made by Microsoft, donc c'est pas des tablettes par HP, par Asus, par Samsung, etc. Est-ce que là aussi c'est pas un risque clivant, mais clivant avec ses partenaires historiques, se dire voilà, non seulement vous nous changez tout du jour au lendemain, vous nous vendez les licences, etc., mais en plus vous mangez notre marché. Mais là encore, donc là j'ai une magnifique Surface, mais là encore... c'est effectivement c'est un changement de stratégie pour Microsoft qui depuis des années s'appuie sur ses partenaires pour vendre finalement ses logiciels. Aujourd'hui Microsoft dit tiens on va peut-être essayer l'approche tout intégrée d'Apple. Très bien, faites-le, c'est peut-être effectivement l'avenir, c'est peut-être ce qu'il faut faire. À savoir maîtriser le soft et le hard. Faites-le pas à moitié, faites-le pas en disant effectivement on va faire une Surface mais qu'on va vendre que sur le Microsoft Store en ligne, pas dans les boutiques physiques, et qu'on va faire une campagne de pub en 4x3 dans toute la France pour parler de Surface et à la télé, mais c'est un produit qu'on ne peut acheter nulle part sauf sur store.microsoft.com. Mais pourquoi vous avez fait store.microsoft.com? Pour pas fâcher les partenaires? Oui, mais les partenaires, ils savent que vous faites une tablette. Ouais. Enfin, et voilà, et donc il y a un moment... toujours le cul entre deux chaises, qu'on a l'impression. Oui, je suis désolé, l'expression n'est pas super heureuse. On peut le dire, mais entre nous, personne ne regarde, c'est bien joli. Mais aujourd'hui, Microsoft aurait dû dire, puisqu'ils se lancent dans la fabrication de matériel, il fallait y aller franco, à mon sens, et faire en sorte que Surface, puisqu'il n'y a pas encore de boutique physique Microsoft, hormis aux États-Unis, bien sûr. Ça va venir. Il y en a peut-être quelques-unes en Europe, mais en tout cas pas en France. Je ne sais pas s'il n'y en a pas une en Angleterre. Bon, enfin bref. Mais éphémères en France, des éphémères. Oui, voilà. Oui, enfin, les boutiques éphémères. Est-ce que tu vas aux Galeries Lafayette pour acheter j'adore les Galeries Lafayette, mais la dernière fois que j'y suis allé, c'était pas franchement pour tester une tablette Surface que de toute façon j'aurais pas pu acheter sur place. Ça montre qu'il y a une évolution de la perception du client par Microsoft. On s'adresse plus forcément aux passionnés de technologie comme autrefois, aux bidouilleurs de talent, aux geeks, dirons-nous. On veut capter la ménagère de moins de 50 ans. Ouais, mais je suis pas d'accord avec cette analyse. Encore une fois, moi c'est pas une analyse. A toujours été intéressé. Non, mais par ce point, Microsoft a toujours été intéressé. Le geek boutonneux, ça n'a jamais fait rêver Microsoft. Souviens-toi de la campagne de lancement de Windows 95. C'était des clips télé, c'était la musique des Rolling Stones. Start Me Up. Start Me Up, quoi. C'était pas un truc pour boutonneux dans un vieux magazine, quoi. Enfin non, c'est pas ça. Donc Microsoft a toujours été intéressé par une clientèle large et grand public. Donc maintenant, c'est effectivement se cacher cette Surface que je ne saurais voir et ne vendre que sur microsoftstore.com. Je suis pas certain. Oui, ok, les partenaires au moins sont pas fâchés, pas trop. En tout cas, pour revenir sur l'éviction du patron de la division Microsoft, là maintenant que le fusible a sauté, si l'accueil est mitigé, on va voir dans les semaines ou les mois qui viennent, puis Noël sera déjà une bonne prise de température pour Microsoft. Si ça se passe pas forcément bien pour Steve Ballmer, là il va être en première ligne. Il risque vraiment en clair sa place. Là. Je sais pas si Sinofsky, pour que Sinofsky soit un fusible, il aurait fallu qu'il y ait un vrai problème. Aujourd'hui, je suis pas sûr que le problème soit encore réel ou vraiment là. Par contre, Ballmer, effectivement, ça va devenir compliqué parce qu'il est déjà décrié, il n'est pas toujours super bien vu. Maintenant, il a quand même toujours le soutien du board et effectivement, le tour de table des actionnaires Microsoft pour l'instant, il n'y a pas de signe comme quoi ils veulent se débarrasser de Ballmer et on a plutôt l'impression qu'ils vont le garder
encore un bon moment. Alors après, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Apple, mon cher Julien. En tout cas, ça inspire le principal soutien de Steve Ballmer, à savoir Bill Gates. Ça inspire notre caricaturiste Steph Cartoon. Voilà ce que ça donne. Bill Gates teste ses tablettes. Eh bien, ces tablettes du futur, eh ben, oui, dites-moi, il y va pas avec le dos de la cuillère ou avec la balayette, c'est comme on pourrait dire. C'est mignon. C'est très chic. C'est très chic. Allez, une dernière question pour la route avant de passer au bon plan de notre partenaire. Il y en a une, Mac, je ne l'ai pas comprise, hein, mais c'est mon côté blonde fille, mais du coup je vais vous la dire. Alors c'est S. Gamel qui dit alors Windows 8 pour avoir 0% de compromis, attend une explosion de l'entropie. Hein. Non, tu n'es pas blonde, je tiens à le souligner. Mais bon, vas-y, continue. Une toute dernière. Allez. Il y en avait une drôle, je crois, tu m'avais dit tout à l'heure en préparant l'émission. Il y a une petite phrase qui disait maintenant, on va plus avoir un ordinateur qui bug, on va plus dire qu'on bug, on va dire qu'on a une tuile. Voilà. Ça, c'est mignon. Moi, j'aime bien tout plein. Ça, c'est énorme, ça, il faut la garder. C'est Philarios qui a tweeté ça. J'ai trouvé ça très mignon. Et voilà. Et non, moi, par contre, on n'a pas parlé beaucoup des partenaires, justement, et je voulais donner mon avis là-dessus, si ça vous embête pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits, on a vu, qui sont déjà sortis sous Windows 8 et sous justement l'interface RT. Mais je trouve que justement chez des partenaires comme Asus, j'ai vraiment vu des produits super intéressants, super innovants qu'on n'a pas du tout justement chez Apple. Et entre autres, par exemple, la tablette Taichi qui n'a pas été encore beaucoup vue, mais j'attends beaucoup de ces produits-là. Pas que de l'interface, mais parce que justement la prise en main, le clavier, tout ça change complètement les habitudes et il y a des approches design et ergonomiques qui sont complètement changées, qui sont hyper intéressantes. Et ça a l'air de bien fonctionner justement avec l'interface tuile. Pour le reste, j'ai pas vu le reste. J'ai pas encore vu le reste en détail. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. Il est évident que ce genre de produit n'est pas prêt d'arriver. Je sais pas ce que t'as pensé. d'Apple. C'est ce que t'as vu toi ce genre de produit. Ben moi, je pense qu'il y a un ensemble de design, que ce soit chez l'ensemble des partenaires, tous, Dell, HP, Lenovo, Asus, ils ont tous des designs assez, pour certains plus hybrides, pour d'autres assez innovants, qui sont tous intéressants. Maintenant, malheureusement, ça va être la loi du marché, c'est les utilisateurs qui vont choisir, et sur ces bonnes idées, on sait très bien, dont certaines, on les a déjà vues par le passé, enfin, la tablette qui devient ordinateur portable, etc., c'est pas franchement... ou inversement, c'est pas franchement... Ouais, mais par exemple, quand tu as un écran devant l'écran, on va voir aussi sur le dos de l'écran quand tu refermes, plutôt que d'avoir le truc que tu retournes ou que tu démontes, je trouve ça marrant. Ouais, bien sûr, mais l'histoire de l'industrie informatique est faite de plein de designs comme ça. On avait Windows Sideshow avec Windows Vista, on sait ce que ça a donné. Même le tablette PC, etc. Donc effectivement, il y a plein de designs super intéressants avec des vraies innovations qui sont sympas, faut le dire. Et c'est très bien de le dire. Après, ce qui risque de se passer, c'est que finalement le marché va choisir ce qui marche et ce qui marche pas, et on va se retrouver peu ou prou avec ce qu'on connaissait déjà, à mon sens. Je suis pas sûr que demain, l'avenir, ça soit effectivement l'ordinateur portable avec l'écran qui se renverse. On va voir, et on va voir si c'est la vision plutôt d'Apple ou de Google aujourd'hui, puisque c'est son principal concurrent qui suit la même stratégie, qui va s'installer, ou celle de Microsoft. Réponse dans les prochains épisodes d'On refait le map. Monsieur X. En 5 secondes, et c'est un tout petit peu périphérique à Windows 8, mais moi j'aimerais redire qu'il y a un truc que j'adore avec l'arrivée de Windows 8 sur les tablettes Surface, c'est le clavier amovible. Ça peut paraître tout bête, on l'oublie déjà parce qu'on l'a trop vu, mais moi ça je trouve que c'est une vraie bonne idée, et si Apple avait pu s'en inspirer, je prends, parce qu'on doit pouvoir enfin travailler avec une tablette. Oui. Voilà. Oui, mais tu as ça marche assez bien. Le clavier amovible de Surface, c'est un concept super sympa. C'est super, conceptuellement, c'est un élément différenciant. Maintenant, une fois que tu as rajouté un clavier à ta tablette, c'est un ultrabook. Presque. Ouais. Enfin, c'est ça le problème fondamental, c'est que effectivement, on est sur des form factors assez hybrides, et tu as un clavier additionnel qui coûte quand même 129 €. Passage, je pense pas que même dans les rêves les plus fous d'Apple, ils aient jamais commercialisé un clavier à ce prix-là. Bon. Non, mais il y a des claviers dans mon Apple. Mais effectivement, comme du côté de Logitech pour l'iPad. En tout cas, effectivement, on a un clavier, un touchpad avec, qu'on retrouve d'ailleurs sur les designs d'Asus. Ouais, c'est vrai que le touchpad, c'est agréable. Qui permettent des usages de productivité qu'on n'a peut-être pas avec un clavier tactile. Donc oui, c'est bien.
Allez, ce sera le mot de conclusion. Encore une fois, on aura la réponse dans les mois qui viennent, à savoir qui va gagner soit la vision de Microsoft, une vision hybride comme tu le décrivais Julien, soit la vision monoproduit de l'ère post-PC propre à Steve Jobs du côté d'Apple, voire Android avec les tablettes. Notamment à bas coût, la réponse dans les mois qui viennent. En attendant, ça place maintenant à notre bon plan de notre partenaire Macway. Le bon plan de Macway pour vous qui regardez On refait le Mac est la Vox Indio Color, une radio internet Wi-Fi dotée d'un écran couleur au design élégant faisant office de réveil et qui donne même la météo. Le tout est pilotable via votre iPhone. Son prix 139 € au lieu de 149 en saisissant le code ORLM sur macway.com. Eh bien, encore bien sympa cette semaine, le bon plan de Macway. On passe tout de suite au coup de cœur dont on refait le Mac. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Fanny, tiens, pour une fois. Mon premier coup de cœur, c'est le iPure de Swiss Voice. Regarde, c'est beau, c'est design. Tu peux me répéter ça, s'il te plaît? L'Hyper de Swiss Voice. Oh, c'est un téléphone. Tu branches ton téléphone de maison, ton smartphone, et comme ça, quand tu es à la maison, tu peux avoir un vrai combiné. Voilà. Bon, c'est surtout joli, design, etc. Mais je trouve ça très sympa. C'est juste. Mais la base, c'est quoi? Je comprends pas. La base, elle sert à quoi? Voilà. C'est juste pour assommer ton mari, d'accord, ok, c'est super. Voilà. Et sinon, j'ai un deuxième coup de cœur. Cette semaine a démarré un nouveau jeu d'un nouveau genre avec l'opérateur Orange. C'est Lexis Numérique qui a lancé ça. C'est Altminds. C'est le premier jeu d'immersion. Ça se joue du PC, de la tablette, du smartphone et dans la vie réelle. Tu peux même rencontrer les acteurs du jeu au fur et à mesure de ton enquête. Non. Virginie Ledoyen. Il faut regarder les épisodes précédents, ça, les enfants, pour suivre. Où elle parle d'Apple. Elle parle d'Apple. Ah bah oui, je m'en lasse pas. Scoop. Voilà. Non, mais donc pour revenir à Altminds, il faut faire un épisode avec Virginie Ledoyen. C'est un jeu qui démarre avec la disparition de 5 jeunes scientifiques européens et on doit partir à la recherche sur Facebook, sur des vrais médias comme le site Melty par exemple, et faire tout un tas d'enquêtes et trouver tout un tas de petits indices, interagir avec les autres et au fur et à mesure, on peut jouer soit en temps réel, soit en temps différé. Mais ce qui est génial, c'est qu'on joue via les réseaux sociaux, via tout un tas de choses courantes. Et c'est complètement nouveau. On va essayer. C'est une... Parce que depuis le temps qu'on l'attend, j'ai cru comprendre que c'était bientôt annoncé, mais depuis le temps, je me dis peut-être qu'il faut passer par d'autres canaux pour la trouver. Conférence de presse, pas longtemps, mais je sais pas quoi, monsieur Reichard, je crois, va faire un certain Stéphane. Non mais voilà, donc Altminds, tiens, Julien, c'est quand même une nouvelle façon de jouer et je trouve ça très très sympa. Allez voir. Très bien. Julien, donc, puisque tu avais la parole à toi pour ton coup de cœur ou ton coup de gueule. Non, je n'ai pas de coup de gueule cette semaine. Je ne ferai pas le coup du coup de gueule d'il y a quelques années. Du Pierre-François ? Non, j'ai un coup de cœur qui est arrivé ce matin et qui est ici. Qu'est-ce que c'est donc ? Remerciera Amazon. C'est le touchpad T650 de Logitech. J'ai un peu perdu la référence. Ouais, c'est T650. Donc c'est un pavé tactile qui n'est pas sans évoquer un certain Magic Trackpad qui se destine au PC, compatible Windows 7, Windows 8. Surface tactile multipoint. L'intérêt étant bien sûr pour Windows 8 que tu peux faire un ensemble de gestes avec ton touchpad et qui se destine pour la plupart à faciliter l'utilisation de l'interface métro. Donc ça c'est sympa, tu swipes à 3 doigts, ça te bascule sur l'interface métro, tu reswipes, tu retombes sur le bureau. Tu as des gestes sur le côté en déplaçant le doigt de droite à gauche et ça va t'afficher ta barre d'icônes. Donc c'est un produit assez sympa, encore un peu cher, mais en tout cas pour quelqu'un qui a un PC et qui est passé sous Windows 8, ça peut être un accessoire assez intéressant. Et il a le mérite d'avoir un niveau de finition assez correct, voire très bon. C'est suisse, c'est de l'horlogerie suisse, monsieur. Leur précédent touchpad qu'ils ont lancé l'an dernier, on peut pas dire qu'il avait toutes ses qualités, notamment au niveau de la finition, hélas. Bon, mais voilà, ils ont corrigé le tir. Monsieur X, de ton côté, ton coup de cœur. Alors moi, un coup de cœur, un coup de gueule. Alors mon coup de cœur, je vais faire du neuf avec du vieux. Un petit peu ton écran, monsieur X. Pardon, je me mets là. Recadre-toi, voilà. Ça fait à la fin de l'émission. Pour mon coup de cœur, je vais faire du neuf avec du vieux et je pense que
Fanny qui est spécialiste des réseaux sociaux va me rigoler au nez. Mais moi, c'est blogueur de chez Google. Bon. Ah bah oui. Qu'est-ce qui mais tout bêtement parce que je l'ai jamais utilisé. C'est une période de louche chez Monsieur X en ce moment. L'iPad mini sortira pas, blogueur de Google. Bientôt, il va nous parler de MySpace. Je l'ai utilisé pour la première fois cette semaine. Voilà. Parce que comme je l'ai dit sur Twitter, j'en ai eu marre et j'ai décidé donc, ça n'intéresse que moi, mais ça me défoule, de me faire une liste publique de tous mes souhaits. Pour macOS 10 et iOS, mon espèce de liste de Noël à Jonathan Ive. Donc, ça a démarré. L'URL va s'afficher puisque je vais la donner. Ouais, ça s'appelle Apple macOS 10 Wishlist. Et je me suis dit comment je vais faire ça. Et bah écoute, j'ai un compte Gmail. Je suis allé le créer sur Blogger. Je l'avais jamais fait. Ça m'a pris 5 secondes. Je me suis retrouvé avec un premier post posté. Les thèmes sont plutôt sympas. J'ai une adresse en .com avec le mot Apple dedans, j'attends que les avocats arrivent. Voilà, ça fait un blog et c'est totalement transparent avec mon smartphone. Et bah je redécouvre le fil à couper le beurre, c'est gratuit, ça me plaît, c'est mon coup de cœur. Et puis mon coup de gueule, c'est EdiQ. C'est EdiQ. Le patron. Pourquoi qu'est-ce qu'il a fait? Il est gentil, Eddie. C'est qui? C'est le patron historique d'iTunes, comme vous le savez. Tous. Et avec des services internet. La version 11. D'abord, on attend la nouvelle version, la version 11 qui devait arriver en octobre, et puis qui arrivera peut-être en novembre, et puis on attend toujours. Et puis on attend surtout que globalement EdiQ fixe les bugs dans iTunes, et Dieu sait si. Dégraisser le mammouth, Eddie. Donc, connaissant un tout petit peu EdiQ, je me suis dit c'est plutôt un bosseur, il est en train de nous faire quelque chose de super. Qu'est-ce qu'on apprend dans la presse? Pas la sortie d'iTunes 11. On apprend qu'EdiQ rentre au board des directeurs de Ferrari. Bah ouais, la classe. Attends. T'as du boulot, t'as du pain sur la planche. On n'a pas la nouvelle version d'iTunes. Et toi, tu vas en Italie prendre le soleil et parler de bagnole. Mais manger des pâtes. C'est carton rouge et coup de gueule. Retourne à Cupertino. Carton rouge pour Ferrari, ça tombe bien. Ouais. Fini iTunes, Eddie. Ce qui est amusant, c'est que dans le communiqué de presse, il dit j'ai eu la chance récemment de pouvoir m'offrir une Ferrari. Bon, bref, ça marche bien chez Apple en ce moment. Bref, mon coup de cœur, on a beaucoup parlé de ce coup de cœur. Rodrigo nous avait déjà fait un coup de cœur, il nous l'avait volé, on peut le dire honteusement. Sur ce produit, c'est les fameuses ampoules Wi-Fi de chez Philips, ça s'appelle les Philips Hue. Je suis vert, surtout que je les ai installés. Alors, on va faire une petite démonstration. Alors déjà, ils étaient installés derrière moi, donc vous voyez, je vais augmenter la luminosité derrière de l'écran de mon cube. C'est énorme. C'est énorme. C'est de toute beauté. Et alors, pour faire la démo, on va faire pivoter la caméra. C'est pas tout cassé dans la rédac d'iCreate. Alors voilà, là vous avez ici une petite lampe bien sympathique, donc je pilote tout avec mon iPad mini. Une petite lampe bien sympathique, on va baisser la luminosité, voilà, comme ça va moins saturer. J'ai baissé la luminosité. C'est énorme. Là, je l'ai éteint. Arrête. Je suis vert. Là. Non mais je suis vert, Olivier. J'en ai rêvé, c'est toi qui les as reçus. Mais il va falloir faire du charme à l'attaché de presse, mon chéri. Et tu peux donc changer la couleur à loisir. Donc là, on est plus dans le blanc, on va passer dans le rouge. Voilà. C'est couleur chair plutôt. Quand t'as choisi les couleurs. Là, c'est couleur. Là, je suis plutôt jaune en ce moment, mais ça se voit pas très bien avec la caméra. Elle est pas super aujourd'hui. Voilà. Ou en bleu si vous préférez. Ou on peut passer carrément à du rose. Voilà, c'est de toute beauté. Ça s'appelle Philips Hue. Ça coûte 199 € avec 3 ampoules. Ça coûte assez cher, mais il y a le pont Wi-Fi qui est indispensable. Et par la suite, de mémoire, je crois que chaque ampoule vous coûtera 60 €. C'est des ampoules LED, donc des ampoules à basse consommation et qui portent une durée de vie assez importante. Reste à savoir justement quelle sera la durée de vie, mais c'est vraiment très amusant, très fun. On a eu beaucoup de mal à les garder à la rédaction. Tout le monde voulait nous les faucher. Voilà, comme quoi il faut lancer un nouveau podcast, on refait le luminaire. Oui, les rends là la semaine prochaine. Voilà. Ils t'ont dit que dans 2 jours, je devais les avoir en test. Ben oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que il y a quelqu'un de patibulaire, pardon, c'est dur à dire. C'est dur à dire qui m'a braqué, qui s'est parti avec. C'est quand même. J'ai peur de renverser le coursier qui va aller de chez iCreate à chez Fanny avec une voiture noire. Donne-moi juste l'horaire, Olivier, je m'occupe du reste. Tu peux les passer pour les tester, monsieur X. Alors si tu les piques entre temps, franchement. Ah bah c'est génial. Je vais attendre. Non. C'est quoi ce copinage entre blogueurs? Non mais je dis ça parce que moi j'ai une télé Philips avec le système Ambilight qui pouvait paraître désuet il y a quelques années.
et que j'adore et dont je ne me passerai plus. Voilà, donc je suis très intéressé par ce produit parce que c'est quelque chose déjà de connu chez moi, monsieur. Ce n'est pas une découverte. Voilà, donc ce sera quand même le mot de la fin parce qu'on est long ce soir. On va retrouver Fanny très prochainement dans une Fanny Party, dans une Fanny Geeks Party, non, une Fanny Kid Party très prochainement. C'est ça. Fanny Party dimanche prochain, mais c'est tout complet. Et il y a c'est pire que Microsoft. 27 novembre aussi, mais c'est pareil, c'est tout complet. Donc il vous reste celle du 10 décembre pour les filles, mais où les garçons sont invités en deuxième partie de soirée. On viendra, compte sur nous. Julien, vous le retrouvez tous les jours sur le site clubic.com et sur son Twitter également, Julien. Oui, tout à fait. Voilà, et il dit des choses très intéressantes. Qu'est-ce qui massacre Microsoft en ce moment? Et pourtant, c'est un aficionado, ça, mais bon, voilà, qui aime bien, châtie bien. Et Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac et sur son Twitter @TrueMrX. On envoie plein de bisous, bien sûr, à Cédric et son petit Oscar qui vient tout juste d'arriver. Et à sa maman, on pense très fort à eux et à lui particulièrement. Voilà, à la semaine prochaine, pour un prochain, on refait le Mac. Au revoir.